plus chaud que le climat, on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat. Bon. Alors est-ce que c'est vraiment grave? Je pense que oui, c'est grave. Et c'est assez important. Alors pourquoi en est-on là? Eh bien, effectivement, c'est la capacité que l'homme a eue d'utiliser les matières fossiles pour industrialiser, pour rendre la vie plus confortable et faire des progrès, entre guillemets. Si, il y en a quand même eu. Bon, faut pas tout nier, il ne faut pas jeter le bébé et l'eau du bain, faut regarder. Mais ça a une conséquence, ça a une conséquence sur notre atmosphère. En gros, on est en train de sortir du sol des quantités importantes de pétrole, de gaz, de charbon, de houille, qui sont du carbone, tout ça c'est du carbone. Carbone qui a été stocké au moment de l'ère secondaire dans les sols. Et qui effectivement, même à l'époque des fougères arborescentes, des trucs, on a tous vu ça sur les livres de géographie et d'histoire et de sciences, hein, c'était avec des végétations luxuriantes, etc. Et puis tout ça, ça s'est enfoncé dans les sols et toute cette matière organique s'est transformée en fossile, en pétrole et en charbon. Et la conséquence de ça, c'est qu'à l'époque, la période effectivement où c'était très luxuriant et le moment où tout ça s'est enfui, eh ben on a perdu beaucoup de température parce qu'il y avait beaucoup moins de carbone dans notre atmosphère. Tout ça c'était stocké dans le sol. Et donc de ce fait, c'est cette quantité de carbone que l'on ressort, que l'on remet dans l'atmosphère et donc on reprend la température qu'il y avait à l'époque. C'est un phénomène très mécanique hein, et relativement simple. Donc on est véritablement dans l'utilisation des énergies fossiles et qui sont le responsable de cette variation de température et de concentration de gaz à effet de serre dans notre atmosphère. Alors, donc là, c'est pareil, des graphiques, des machins, je ne vais pas vous en abreuver, hein, simplement en France, voilà. Répartition par source des émissions de gaz à effet de serre en France en 2016, ça n'a pas beaucoup changé, ça n'a pas beaucoup évolué. Donc l'utilisation d'énergie représente 70,3% des émissions de gaz à effet de serre en France. Quand on prend les chiffres européens, à 1% près, 2% près, c'est la même chose. C'est pour ça qu'on peut rester sur le France. L'agriculture, 16,7%. Les procédés industriels et solvants, 9,5%. Petite hausse du côté de Rouen ces derniers jours. Et les déchets, la gestion des déchets, 3,5% des émissions de gaz à effet de serre. Alors si on regarde un petit peu l'utilisation de l'énergie, donc l'industrie de l'énergie, la fabrication de l'énergie, représente 9,9%, les transports, 29%, l'industrie manufacturière, la construction, 10,7%, tout ce qui est résidentiel, tertiaire, hein, les habitations, les bureaux et compagnie, 17%. Autres, 4%. Alors je ne sais pas ce qu'ils ont mis dans les autres. J'ai essayé de chercher, je n'ai pas trouvé. Mais bon, en gros, voilà à peu près la façon de ça. Donc on voit que les grosses sources de gaz à effet de serre, les raisons des émissions de gaz à effet de serre, on est quand même dans les transports, dans le résidentiel, l'habitat, le bureau, compagnie, et puis l'agriculture, qui est le troisième grand point en France au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Alors après, c'est variable d'une région à l'autre. En gros, voilà les sources. Les transports, c'est ça qui est le plus important, 29%. Alors le transport, bah justement, tiens, on va regarder les gaz de transport, les gaz à effet de serre de transport en France. Vous avez tout ce qui est maritime et fluvial, tout ce qui est aérien, là tout ce qui est ferroviaire, là les autres, alors c'est pareil, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Ah oui, c'est dangereux. Et là les transports, et là tout ce qui est routier. C'est chaud.
et là tout ce qui est routier. Alors attention à l'échelle. 8 millions de tonnes équivalent carbone, là c'est 100. Hein, là ça a été coupé, parce qu'on n'est pas du tout dans les mêmes proportions. Ouais. D'accord? On n'est pas du tout dans les mêmes proportions. C'est-à-dire que la principale source d'émissions de gaz à effet de serre pour les transports en France, c'est le transport routier. Le reste, c'est peanut. Hein. En gros, c'est 125 millions de tonnes équivalent de carbone, de dioxyde de carbone. Le reste, c'est 8 en totalité. Donc voilà, on n'est pas du tout... Donc la principale source d'émissions, c'est véritablement le transport routier. En sachant que pour l'aérien et le maritime et le fluvial, c'est uniquement les émissions à l'intérieur du pays. Ils ne sont pas pris en compte, là, tous les transports internationaux. Qu'il faut rajouter, Là, c'est uniquement intramuros, je dirais. C'est-à-dire qu'un avion qui arrive de Shanghai à Paris, il n'est pas comptabilisé. Il n'est pas comptabilisé dans cette quantité-là. Paris-Nice. D'ailleurs, il est comptabilisé nulle part. L'accord c'est un traité qui date de 1948 ou 49, je crois, qui fait que le trafic aérien n'est pas taxé pour pouvoir permettre le développement du transport aérien. Et c'est quelque chose qui n'a jamais été remis en cause, que l'on souhaite qu'il soit remis en cause, qu'on n'arrive pas à qu'il soit remis en cause, c'est-à-dire que tout ce qui est transport aérien n'est pas comptabilisé dans les émissions de gaz à effet de serre, même dans les modèles qui sont présentés. C'est quelque chose qui fait comme si ça n'existait pas. Voilà. Quand on voit la courbe d'évolution du transport aérien et que l'on voit qu'on est véritablement... la courbe est comme ça, hein, c'est en cross de hockey comme disent les Canadiens, hein, c'est vraiment exponentiel. Et les prévisions sont très pessimistes dans ce domaine-là. On va y revenir tout de suite après. Voilà, donc effectivement, s'il faut faire quelque chose, chez nous d'abord, tout d'abord, premier lieu, c'est véritablement sur le transport routier. C'est véritablement là où est le gros problème. Et ça, c'est pareil, vous avez pu vous en rendre compte assez récemment. Excusez-moi, le routier, c'est le routier tout compris, c'est oui, transport de marchandises que transport de passagers. C'est-à-dire la voiture, le camion, etc. On est bien dans le transport routier global. On a pu voir une explosion du transport routier dans ces dernières années, hein, mais du transport routier de marchandises, hein, les camions, mais aussi de transport routier individuel. Hein. C'est pareil, hein, alors, les proportions sont peut-être un peu différentes, mais on est dans le même mouvement, hein, on est dans la même chose. Là, il s'agit, moi je ne vais pas dire c'est monsieur un tel ou monsieur un tel qui est responsable. Hein. On est dans un système qui fait que on peut regarder maintenant les conséquences que ça a. Les solutions de sauver le climat. Alors bon, je ne vais pas tout dire ce que j'avais mis, hein, mais enfin, bref, c'est pas grave. Hein. J'ai peut-être dépassé les 45 minutes. Là, alors les solutions. Jusqu'à présent, on a les petits gestes. Comme disait, je ne sais plus si vous deux, voilà, c'est les petits gestes. On a fait les petits gestes. Chacun fait les petits gestes pour économiser l'énergie, pour faire ce qu'il faut. Mais on voit que effectivement, c'est pas trop efficace, quoi. C'est pas suffisant. Il va falloir passer à une autre dimension. D'abord, si on pouvait éviter le gaspillage d'énergie. Le gaspillage d'énergie, chez nous, ça représente à peu près 30% de l'énergie produite. 30%. C'est marrant de voir qu'on est à peu près avec les mêmes chiffres, voire même un peu plus, avec le gâchis alimentaire. On est dans les mêmes choses. Hein. Le gâchis alimentaire, c'est parfois 30, même plus 40, hein, voire 50%. Donc 30%. Si on arrive à arrêter le gâchis, c'est-à-dire de faire de l'énergie qui ne sert à rien,
qui n'est pas utile. Voilà, déjà, on économiserait 30% de l'énergie consommée. Si après, on arrivait à un rendement énergétique optimal, eh bien, on économiserait encore 30% de l'énergie consommée. Il y a 30% d'énergie, de perte en ligne, si je veux dire, au niveau de l'énergie. Entre l'énergie que l'on fabrique pour être consommée et celle qui est réellement consommée et qui sert à quelque chose et qui donne de l'énergie. 30%. Donc là, on est déjà à 60% en gros d'énergie qui ne sert à rien. Et bien après, il ne reste plus que 40% à peu près. Alors c'est pareil, on n'est pas à 1% près, 2% près. 40%, et bien les énergies renouvelables seraient largement suffisantes pour couvrir les besoins, effectivement, qui restent. Donc c'est 40% d'énergie. On pourrait, effectivement, avec les énergies renouvelables, faire cette utilisation. Donc on pourrait se passer d'énergie fossile uniquement, en gros, avec du bon sens, avec d'arrêter le gâchis et voilà, enfin, je veux dire, c'est assez incroyable. Alors ça, c'est le scénario négawatt qui a été développé il y a déjà assez longtemps, qui a été réaffiné là, ces derniers temps, et on est toujours à peu près sur les mêmes choses. Parce qu'en fin de compte, disait Christine, ça fait longtemps que je fais des conférences, on disait tout à l'heure, ça fait 20 ans, mais en 20 ans, rien n'a changé. C'est-à-dire que la consommation d'énergie continue d'augmenter. Partout, pas uniquement en France, mais partout, elle continue d'augmenter. En France, l'année dernière, la consommation d'énergie a augmenté de 3% par rapport à l'année d'avant. Et on est toujours dans une pente ascendante. On consomme toujours de plus en plus d'énergie. Alors qu'il fait de plus en plus chaud. Bon, on remplace le chauffage par la climatisation. Donc déjà, à confort égal, là je parle, c'est à confort égal. Bon, ça serait déjà quand même une bonne chose. Et puis après, de toute urgence, comme on l'a vu tout à l'heure, ce qu'il faudrait, c'est commencer à travailler sur le transport. Que ce soit le transport de marchandises, où maintenant, pratiquement toutes les marchandises sont transportées par route, par camion. Avant, c'était par train, par voie ferrée. D'autres chiffres sur l'équivalence pour gagner 1 kilo par la route et 1 kilo par le chemin de fer. Les chiffres sont ou aériens, c'est pareil. Donc remettre effectivement tous les transports de marchandises sur les voies ferrées. Alors on s'aperçoit que avec le dernier exemple en date, le train qui va de Perpignan à Rungis avec les fruits et les légumes, qui est supprimé pour mettre tout ça sur camion, donc sur la route. On est complètement à l'envers. Donc voilà, c'est autre chose qu'il faut faire, c'est remettre tout ça sur les voies ferrées, et au lieu d'abandonner toutes les voies ferrées, de fermer toutes les voies ferrées, de les transformer en voies vertes pour que des personnes puissent faire du footing ou du vélo. J'ai rien contre le footing et le vélo, j'en fais. Mais on peut le faire ailleurs que sur les voies de chemin de fer. Je veux dire, il vaut mieux faire passer des trains sur les voies de chemin de fer. Quand on se balade dans le département, enfin et ailleurs, on tombe toujours sur, au plein milieu de la campagne, sur un aménagement ferroviaire. Un vieux pont, un ancien tunnel, une voie en déblai ou en remblai, etc., qui sont abandonnés. Le chemin de fer, il a servi, en gros, 50 ans en France. Entre la fin de la construction des infrastructures et la fin du transport par voie ferroviaire, 50 ans, c'est un maximum. C'est plutôt plus près de 30 ou 40 ans. C'est un truc qui a servi pendant 30 ou 40 ans. C'est incroyable. Enfin bref. Redévelopper le transport en commun, les transports en commun, plutôt que le transport individuel. Et ça, c'est pour les personnes, évidemment. Les marchandises d'un côté, les personnes de l'autre côté. On s'aperçoit que maintenant, pour prendre le train, il va falloir mettre de la bonne volonté pour prendre un train. Les gens d'Alençon ou de C comme moi en savent quelque chose. Les trains sont de moins en moins nombreux, les horaires de plus en plus bizarres, les guichets pour acheter des billets n'en faut plus. Enfin, je veux dire, ça commence à être très compliqué de prendre le train.
Et quand on arrive à en trouver un, après, il faut qu'il arrive au bout. C'est pas tous les cas. Et sur certaines lignes, c'est parfois même très compliqué, par chez nous. Alors, limiter aussi les transports par bateau, parce que ça, les bateaux, ça pollue énormément, ça rejette énormément de gaz à effet de serre, et pas que, plein d'autres saloperies aussi. C'est très consommateur d'énergie, tous les cargos, etc. C'est une catastrophe, quoi. Donc ça, c'est les limiter au possible, donc, et limiter effectivement tous ces échanges internationaux où je te vends du bœuf et je t'achète du bœuf aussi. Voilà. C'est pas le même bœuf. Voilà. Enfin bref, là on est véritablement dans les... Donc là, avec le développement effectivement des circuits courts, de la fabrication locale, ce qui permet aussi de faire de l'emploi non délocalisable, qui permet d'avoir des circuits courts, une économie dans l'énergie, dans tout. Voilà. Et dans le domaine des transports, limiter le transport aérien, le garder véritablement et uniquement pour des transports indispensables. Le français, mais pas que, est animé d'une bougeotte absolument ahurissante, quoi. On prend l'avion pour aller passer un week-end à Varsovie, à Barcelone ou à Venise, et puis 3 semaines après, on reprend l'avion pour aller voir un match de rugby en Écosse, et on reprend l'avion pour... c'est incroyable. Et le développement du transport aérien, il est phénoménal, quoi. Et ça, c'est quand même très problématique, quoi. Puis après, le domaine de l'énergie, on a vu que c'était quand même loin d'être négligeable. Donc ne plus gaspiller l'énergie. Vous achetez un appareil électroménager, un truc comme ça, tout, c'est en veille, tout de suite. Il n'y a plus de bouton marche, arrêt, c'est en veille. C'est comme ça. Donc il faut mettre des multiprises et compagnie avec des interrupteurs, etc. pour arrêter de gaspiller cette énergie qui ne sert strictement à rien. Alors c'est petit, hein, c'est pas énorme, mais quand c'est multiplié par 5 ou 6 appareils dans une maison, multiplié par le nombre de maisons du village et de la ville et tout ça, ça fait effectivement une tranche nucléaire facile pour uniquement des trucs qui servent à rien. Oui, alors favoriser l'efficacité énergétique, hein, comme on dit. Alors par exemple, l'histoire du chauffage électrique en France, c'est quelque chose de complètement aberrant, quoi. Enfin, c'est quelque chose qu'il faut arrêter. Alors effectivement, il fallait développer le nucléaire, mais enfin quand même, il y a des limites, quoi. C'est ahurissant d'avoir aussi peu de rendement dans une installation de chauffage que le chauffage électrique, quoi. Et puis développer les énergies renouvelables de façon effectivement, mais de façon pérenne, quoi, pas de façon à la petite semaine comme ça s'est fait. Maintenant on va développer des toits solaires. Alors les agriculteurs vont pouvoir mettre des panneaux solaires sur les hangars, etc. Ça c'est vachement bien. Ouais. Donc on met des aides et tout ça, alors ça part. Et tout le monde est partant. Tout le monde le fait, il y a des entreprises qui se montent pour installer tout ça, pour gérer tout ça, quoi. Puis 2 ans après, on dit « Ah non, en fin de compte, c'est pas bon. Non, on arrête, on va passer aux choses, on va faire des méthaniseurs. » Ah bah oui, on va faire des méthaniseurs, les méthaniseurs c'est bien. Sauf que tout ce qui est filière de panneaux solaires et compagnie, ça se casse la gueule, voilà. Et puis de l'autre côté, on va refaire des trucs monstrueux, des méthaniseurs monstrueux qui vont gaspiller encore plus d'énergie. Enfin bref, on est dans une politique qui est complètement schizophrénique. Autre chose aussi, on l'a vu pour le tertiaire en particulier, c'est d'investir massivement dans la rénovation énergétique des bâtiments. Ça, c'est quelque chose qui est absolument indispensable. La majeure partie des habitations sont véritablement des passoires thermiques, quoi. Alors avec 2 conséquences, hein, c'est-à-dire que vous chauffez et en plus vous voulez cailler, hein, parce que vous n'arrivez pas à chauffer correctement, et vous dépensez une fortune, quoi. Et ça grève les budgets de façon considérable, quoi. Et puis si on isole bien les bâtiments, quand il fera chaud dehors, il fera quand même plus frais à l'intérieur, hein, donc on n'aura pas besoin de climatiser, donc de reconsommer de l'énergie. Et puis, après, dans le 3e domaine aussi, c'est le domaine agricole, où là, il faudrait retrouver une raison, hein, et donc de limiter tout ce qui est cette agriculture dite conventionnelle, et qui est très, très consommatrice
d'énergie fossile, aussi bien pour les machines, pour le machinisme. Alors, il ne s'agit pas de revenir à l'afro, hein, pas du tout, hein, mais on a quand même des appareils de plus en plus énormes, de plus en plus gros, consommateurs, etc. Et puis aussi dans le domaine des intrants, parce que tout ce qui est pesticides, engrais, ça vient directement de la pétrochimie. Hein. Ce sont des énergies fossiles que l'on transforme pour utiliser, quoi. Et donc revenir à une agriculture qui soit moins consommatrice d'énergie. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable aussi. C'est aussi des volontés politiques, quoi. Et puis retrouver une consommation que je dirais intelligente et responsable. Quand on voit la course aux armements au niveau des... On prend par exemple tout ce qui est technologie nouvelle, hein, les téléphones, les smartphones, les trucs comme ça, qui effectivement, au bout de 6 mois ou au bout d'1 an, il faut le changer parce que ça ne marche plus, parce qu'il y a des nouveaux programmes, des nouvelles possibilités, on peut le plier en deux, le mettre dans sa poche ou je ne sais pas quoi, ou faire des trucs que l'on ne pouvait pas faire avec le précédent, parce que la version elle est plus bonne, donc on ne peut pas la remettre à jour, donc enfin je veux dire, et on a une surconsommation de produits avec cette obsolescence programmée qui est dramatique, parce que ça consomme beaucoup d'énergie, ça consomme aussi beaucoup de matières premières, des matières premières dont on va avoir aussi encore beaucoup besoin, hein, et qui sont gaspillées, qui sont un énorme gaspillage. Donc voilà. Et puis il y a une chose aussi qui serait pas mal, c'est qu'on arrête de fabriquer des déchets. C'est qu'on fabrique des trucs qu'on jette. Ça c'est extraordinaire, ça c'est véritablement. Donc là c'est pareil, on est dans une machine un peu bizarre. Alors, il faut quand même reconnaître, et on va finir par une note d'optimisme quand même. J'ai l'impression que je plombe un peu l'ambiance là. Les temps changent. Les temps changent. Ça fait donc, comme je disais, 20 ans que je fais des conférences sur le changement climatique. Les causes, les effets, les conséquences, ce qu'il faudrait faire, ce qu'il ne faudrait pas faire. Le public présent change. Et les réactions du public changent aussi. Au début, c'était vraiment très bizarre. Maintenant, et ça fait pas longtemps, hein, ça fait 3-4 ans, je sens quelque chose de différent. Et quelque chose de différent encore plus depuis l'année dernière. Alors, croyez pas que je sois hulophile, pas du tout, mais je crois que la démission de Nicolas Hulot, ça a été une sorte d'électrochoc pour beaucoup de personnes, pour une grande partie de la population. Et donc, de ce fait, il s'est passé quelque chose. Et puis, au niveau international, la prise de conscience aussi a été importante. Et on voit des marches pour le climat, des marches pour ceci, des actions qui sont faites. De plus en plus, des personnes individuelles attaquent des entreprises ou des États en justice pour non-obligation de ce qu'ils auraient à faire, de ce qu'ils ont besoin de faire. De plus en plus, on voit de la désobéissance civile qui se met en place et qui a tendance à grandir. Pas suffisamment, mais c'est quelque chose, il y a 3 ans, il y a 4 ans, qui était absolument invisible et qui n'était absolument pas d'actualité. Maintenant, c'est quelque chose qui se produit. Donc il y a une évolution qui quand même, et il y a un changement. On commence à entendre parler de personnes qui disent « Non, moi ça y est, maintenant c'est terminé, je ne prends plus l'avion ». Alors que c'était des bougoteurs patentés et professionnels, quoi. Ils disent « Non, ça y est, j'ai compris, je ne prends plus l'avion ». Voilà. Alors, effectivement, c'est des choses, encore des actes plus ou moins individuels, mais ça a plutôt tendance quand même à se fédérer et à grossir et à s'amplifier. Le combat, il doit être mené. Et si on le mène, il sera gagné. On arrivera à le gagner. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut que ce soit la population, le citoyen qui se prenne en charge et effectivement qui aille dans le sens d'une volonté de faire changer le système. Parce que là, on est bien dans cette histoire-là. C'est bien du système qu'il faut changer. C'est bien notre civilisation qu'il faut modifier.
On peut très bien vivre heureux, confortablement, gentiment, d'une autre façon. On a les moyens de le faire, on sait le faire, on a la technologie, je dirais, pour le faire, on a l'argent pour le faire. Parce que l'argent, c'est pas ça qui manque. Ça manque à certains endroits, mais pas à d'autres. Donc il y a l'argent pour le faire. La seule chose qu'il faut, c'est la volonté politique de le faire. Or, actuellement, il n'y a aucune volonté politique d'aller dans le bon sens, de faire ce qu'il faudrait. On en est encore à la période des grands discours, des grandes déclarations, des incantations. Voilà, on est dans le déclaratif et on n'est pas dans l'actif. Et c'est ça qu'il va falloir changer, et c'est ça qu'il faut changer si on veut s'en sortir. Il faut réussir à changer cette société. On n'est plus, comme vous disiez tout à l'heure, dans le temps du colibri. Le colibri, c'est bien. Il faut qu'effectivement chacun y mette la place. Mais là, maintenant, il faut qu'on passe dans l'économie de l'éléphant, quoi, hein. Avec la trompe, on éteint l'incendie. C'est une autre échelle, c'est une autre dimension. Il faut maintenant que la volonté politique mette en place des politiques d'accompagnement, effectivement, de financement et d'incitation, et qui montrent l'exemple aussi pour effectivement aller dans le bon sens. Et dans ce cas-là, on devrait y arriver. Je finirai par une phrase de Claude Lorius: « L'homme n'est jamais autant sublimement lui-même que lorsqu'il est face à l'adversité. » Voilà une phrase pleine de bon sens et pleine de... Alors, Claude Lorius, c'était un glaciologue, hein, c'est celui qui a mis en évidence le rapport entre la concentration de dioxyde de carbone, de méthane dans notre atmosphère et l'élévation des températures. C'est lui qui a mis en évidence scientifiquement et qui a apporté la preuve effectivement que le changement climatique était dû à une augmentation des gaz à effet de serre. Dans le film La glace et le ciel, que je vous recommande de voir si vous ne l'avez pas vu, de Luc Jacquet, qui est absolument intéressant et passionnant. Voilà. Maintenant, j'ai parlé. On peut y aller, là. On peut y aller. Et juste 44 minutes et 30 secondes. Ça va. Wow. Alors, je ne vais pas parler de tout, alors il y a plein de choses à parler. Hein. J'ai essayer de faire un peu